Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonjour Lila. Bonjour Félix. Merci beaucoup d'être avec moi cet après-midi pour discuter de toi, de ton parcours. Merci à toi de m'avoir invité à cette petite après-midi podcast. Tu as fait THP en septembre 2019, la promo donc de l'automne 2019, c'est bien ça ? Exactement, la promo numéro 10. La promo numéro 10. Et alors, j'aime toujours commencer ces interviews par une question que j'aime bien. C'est qui étais-tu en septembre 2019 ? Qui était Lila ? Qu'avais-tu fait ? Quel était ton parcours ? Et pourquoi tu avais décidé d'apprendre à coder ? Alors, en septembre 2019, donc j'étais Lila, j'avais du coup 23 ans, même 22 ans, jeune diplômée d'école d'ingénieur en agronomie. Donc je venais de finir mes 5 ans d'études donc à l'ISA à Lille, qui est une école spécialisée en agronomie, agroalimentaire, agriculture, etc. Et j'avais fait ma spécialisation en agriculture durable et smart farming. C'est un mot pour désigner un petit peu tout ce qui va être agriculture connectée. J'avais fait mon stage de fin d'études, notamment dans une start-up en agriculture urbaine. Et à la fin de ça, je me retrouvais en recherche d'emploi. Je savais pas trop quoi faire. Je trouvais pas d'offre qui me plaisait en fait. Et je me disais, en fait, ce qui me plairait, c'est de continuer dans cette voie-là, qui va être l'agriculture connectée, etc. Le problème, c'est que j'avais l'impression de pas avoir de légitimité dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que justement, le code, je ne connaissais pas du tout. Tout ce qui était code, logiciel, etc. Je comprenais, je voyais ce que c'était, mais comprendre vraiment le fonctionnement, comment le mettre en place, comment mettre en place des solutions nouvelles, c'est quelque chose qui me semblait vraiment abstrait à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que en fait, en agriculture connectée, tu as besoin de savoir coder ? Pas forcément, on peut faire appel à des gens pour coder pour nous, mais on utilise énormément d'outils en fait. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est une population qui est extrêmement connectée. C'est un monde qui fait face à plein de besoins de changement, d'innovation, comme on s'en doute tous, que ce soit, on veut nourrir plus et mieux, et ça passe énormément par la technologie. Donc, conseiller des agriculteurs sur les moyens technologiques à mettre en place ou inventer des nouvelles solutions technologiques, c'est quelque chose qui me plaît, mais à un moment, faut passer par cette phase du code qui me manquait cruellement, en tout cas à l'époque. Et t'avais pas de code dans ton école d'ingé ? On a fait un peu de Python, mais sur des codes déjà faits, sur faire tourner des robots à droite à gauche, mais c'était vraiment quelque chose d'assez basique en tout cas. On n'avait pas été dans les profondeurs, on va dire, du code, donc ça restait très en surface. On savait pourquoi on l'utilisait, on savait comment mettre en place des outils, parfois comment utiliser les logiciels, mais vraiment comment construire les choses, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir. Ok, et donc tu t'es dit, j'aimerais bien apprendre à coder. Exactement, je me suis dit, le code, ça m'intéresse, ça m'intrigue en tout cas. Le peu que j'en avais fait, des 4-5 heures de Python que j'avais pu voir pendant mes études, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. Et puis j'étais tombée justement sur une pub THP, je pense que c'était sur Facebook ou quelque chose, sur un autre réseau. Je me suis dit, écoute Lila, là tu sais pas quoi faire encore, tu sais pas où aller, tu vois pas encore ce qui te plaît, c'est le moment d'essayer. T'as rien à perdre de faire une formation de 3 mois, voir comment ça se passe, et puis après voir ce que ça donnera ensuite. Ok, voilà, et là tu t'inscris, bam, et t'es parti pour 3 mois de code. Ça s'est passé comment, la formation ? Ça s'est bien passé. C'était vraiment une période charnière de ma vie, on va dire, parce que je quittais les études, je commençais à être un peu plus indépendante, on va dire, plus de cadre scolaire. Et à THP, on a beau dire que c'est une formation, c'est toi qui te mets le cadre en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aller toquer à ta porte, alors t'es pas là ce matin, qui va venir aller voir tes horaires, regarder quelle quantité de travail tu vas faire. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu de retrouver un peu cette liberté tout en faisant des choses, tout en produisant, en ayant des objectifs chaque semaine, des exercices, mais en ayant quand même cet état d'esprit un peu entrepreneur, on va dire, dans la démarche. Pourquoi c'est un état d'esprit entrepreneur ? Parce que tous les gens que j'ai pu rencontrer à THP, c'est à chaque fois des gens qui ont eu envie de changement, qui ont envie de tester quelque chose, pour plein de raisons différentes, je pense.
Et ce côté, voilà, je me lance dans cette formation, c'est moi qui me décide de me lever le matin, c'est moi qui vais trouver un endroit où je vais travailler, qui vais construire mon équipe, qui vais réfléchir au projet final, qui vais produire, qui vais corriger les autres, etc. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit de proaction, on va dire. Ok, et donc tu as appris à coder. Et alors, quel est ton rapport au code? Est-ce que tu as bien aimé cet univers-là? J'ai franchement fortement apprécié, cet univers. Pour moi, j'avais l'impression que ça allait être hyper dur. Alors c'est hyper dur, hein. Au plus tu avances dans le code, j'ai l'impression que c'est dur, on va pas se le cacher. Déjà, il y a eu le petit premier sentiment de fierté quand tu fais ta première page Hello World, ou alors que tu mets ton premier thème Bootstrap sur, un site, qui est en local, et cetera. Ah, ça, on galère bien en plus. Hein, On galère bien. Mais ce côté un petit peu, en fait, je voyais vraiment ça comme un jeu. Alors en plus, les premiers exercices sont vraiment un peu tournés comme ça, où on va te faire des choses peut-être un petit peu basiques. Je me souviens des trucs avec des croix. Enfin, c'est vraiment un peu comme un jeu. Je vois ça un peu comme des sudoku où t'as des éléments que tu dois mettre au bon endroit pour faire en sorte que ça marche. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas au bon endroit, comme un chiffre dans une ligne, et puis voilà, il y a rien qui il fonctionne. y a tout qui casse. C'est ça. Mais ce côté un peu comme un escape game en fait, où t'as des énigmes et t'essaies de les résoudre, et il y a plein de manières d'y arriver différentes. C'est à toi de trouver ta manière différente, mais un peu comme dans le jeu en fait. Donc le code, je trouvais ça hyper intéressant, et au plus on avance, au plus on se dit waouh, en fait, il y a tellement de choses que je peux faire avec. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement une communauté aussi sur Internet énorme qui peut t'aider à avancer, parce que de toute façon, n'importe quel problème que tu auras rencontré, souvent il y a quelqu'un qui l'a rencontré avant toi. N'importe quelle idée que t'auras, t'as peut-être quelqu'un qui aura eu la même idée avant toi. Donc je vois vraiment ça comme un jeu qui t'ouvre plein de possibilités différentes en tout cas. Quel genre de possibilités? Bah, que ce soit de créer des sites internet, vendre des choses, créer des logiciels, ça peut être vraiment énorme en fait. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, à un moment ou un autre, j'ai l'impression, tous les objets qu'on utilise ont à un moment ou un autre eu un lien avec un code, que ce soit un téléphone, que ce soit peut-être un verre qui a utilisé un logiciel pour designer le verre, que ce soit un bip de garage. À un moment, il a bien fallu qu'on essaie de faire un circuit qui fonctionne bien, etc. Et au final, quoi que tu fasses, tu sais qu'à un moment, le code, en tout cas, ça peut te permettre de faire pas mal de choses. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le code est assez omniprésent, même si on a l'impression de ne pas le voir. Le code, en fait, il est dans nos vies tout le temps. Surtout aujourd'hui, de plus en plus, on s'appuie, qu'importe ce que tu fais, tu as un cadre sur ton tableau, tu l'as acheté sur un site e-commerce peut-être. Peut-être que ces personnes ont commandé via Internet à leur fournisseur. Tu vas avoir un jeu de société, à un moment ou un autre aussi, il y aurait eu besoin d'un code. Enfin, qu'importe ce que tu utilises, au final, aujourd'hui, tout peut être optimisé, en tout cas, via cette technologie. Et en plus, le code, j'ai l'impression que ça te donne peut-être d'autres. Ça te fait découvrir un peu d'autres univers. Tu parlais tout à l'heure de la communauté du code. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un univers où les gens. Il y a beaucoup d'entraide. Exactement, moi j'étais vraiment impressionnée par ça. Je connaissais pas vraiment cet univers, et en fait que ce soit des réseaux parfois même qui rejoignent des réseaux d'entrepreneurs ou de femmes qui codent ou de freelance, et au final il y a vraiment, j'ai l'impression, une communauté qui est assez bienveillante dans le code, ce que tu retrouves pas forcément partout. Mais tu as vraiment effectivement cette notion de communauté que tu peux rejoindre facilement, que ce soit THP qui évidemment reste une grande communauté. Moi, depuis que j'ai quitté, je continue à être sur le Slack ou sur le Discord. J'essaie de voir de temps en temps, et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être solidaires sur j'ai trouvé telle offre d'emploi, je suis perdu, je sais pas quoi faire sur tel projet. Et puis en fait, c'est pas que THP, c'est aussi plein de groupes que tu peux retrouver, même des fois sur Facebook ou sur d'autres canaux, qui te permettent justement d'avoir accès, en fait, de toucher plein de monde et de se faire un réseau assez facilement aussi. Et alors, en fait, tu as dit que tu avais beaucoup apprécié le code. Et est-ce que tu voulais en faire ta carrière à l'issue? Alors à l'issue, je voulais pas forcément. J'étais encore en hésitation, très honnêtement, en train de me dire, bah en fait, j'aime vraiment bien développer. Est-ce que je me lance là-dedans? Mais en même temps, j'avais toujours dans ma tête cette idée que passer toute ma journée derrière un ordi à coder, c'est pas quelque chose qui me plairait en fait. J'avais besoin aussi de contact, et je cherchais en tout cas un métier qui me permettrait d'allier tout ça. Je savais que je voulais pas être un pur développeur qui passerait ses journées à faire du code, du code, du code. Mais cet univers de la tech, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, et j'avais envie de rester dedans en tout cas. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'accompagne des porteurs de projets. Donc c'est un porte un nom, c'est Startup Manager. Startup Manager. Startup Manager, c'est un mot très Startup Nation, on va dire, qui veut dire qu'on accompagne des porteurs de projets ou des entreprises qui sont créées. Donc soit pour les porteurs de projets à créer leur entreprise, soit pour les entreprises, voilà, à les accompagner dans les premières phases de développement. Au jour le jour, ça consiste en quoi ce métier? Donc alors, chaque jour est vraiment différent.
Donc nous, sur l'incubateur d'Euratechnologie, on travaille avec différentes thématiques. On travaille par track, comme on dit. Donc ça peut être des sujets plutôt deep tech, des sujets plutôt e-commerce, des sujets robotiques. Moi, je suis plutôt spécialisée sur les sujets agriculture connectée, donc agtech et tout ce qui va être green tech aussi. La green tech, donc c'est tout ce qui va toucher le développement durable, réduire les émissions carbone, enfin tous ces domaines-là qui sont en lien avec le green. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire animer des ateliers de co-développement pour aider les personnes à justement à se challenger, surtout parce que on peut arriver avec une idée, mais tout seul, souvent dans son coin, c'est quand même beaucoup plus difficile de se challenger, de voir peut-être les failles ou de trouver les solutions à nos problèmes. Donc on fait beaucoup d'ateliers donc de co-développement entre les incubés. Ça veut dire aussi parfois animer des keynotes sur différentes thématiques. Ça peut aller de créer son premier site e-commerce à quelles sont les bases juridiques, comment rédiger des clauses RGPD. Ça peut être des choses sur le business model. C'est vraiment hyper large. Ça touche vraiment, on essaie d'être assez exhaustif. Alors même si évidemment c'est dur de tout voir, toutes les problématiques qu'un entrepreneur peut rencontrer, on essaie de les faire, en tout cas de pouvoir leur donner de l'information sur un maximum de choses. Ça peut être aussi organiser beaucoup de rencontres entre les entrepreneurs, des retours d'expérience. C'est aussi faire du sourcing, c'est essayer d'aller trouver les entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce qu'on peut proposer, des porteurs de projets innovants ou des gens qui ont ce potentiel en tout cas de monter une entreprise. Exactement. Alors j'ai plein de questions, mais il y en a une qui m'intéresse. En fait, tu disais que tu étais donc à Euratech Technologies. Qu'est-ce que Euratech Technologies? Alors c'est Euratechnologie. Euratechnologie, oh là. Euratechnologie, c'est un incubateur et accélérateur de start-up. Alors qu'est-ce que c'est un incubateur? Et C'est qu'est-ce un que lieu. c'est un accélérateur? Et qu'est-ce que c'est un accélérateur? Donc un incubateur, c'est un endroit en fait où on va regrouper tous des entrepreneurs, des porteurs de projets pour les accompagner dans tous leurs projets de création. Donc particulièrement à Euratechnologie, on est divisé en 4 pôles. Donc il y en a un qui va être à Lille, un à Roubaix, un à Willems et un à Saint-Quentin qu'on a divisé donc comme je disais en différentes thématiques pour essayer d'avoir on a des partenaires notamment pour avoir des partenaires un peu spécialisés dans chaque thématique. Et donc voilà, le but c'est de mettre des entrepreneurs ensemble, en cluster en fait, pour plus qu'ils soient chacun tout seul chez eux, aller chercher les informations, parce qu'on n'a pas tous le réseau, on n'a pas tous les bons contacts, on n'a pas tous les bons partenaires, on n'est pas forcément dans un cercle d'entrepreneurs. Donc c'est un incubateur, faut le voir comme un endroit où on met toutes ces idées, toutes ces compétences, toutes ces personnes pour essayer de les faire grandir au mieux et qu'après ça crée des entreprises. Parce que le but c'est vraiment de créer de l'emploi, notamment pour nous vu qu'on est en grande partie financé par la région. Donc le but c'est vraiment de faire des entreprises qui créent de l'emploi à la fin et pour dynamiser le territoire. Donc c'est un peu le peer learning de l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est ça. Et alors, ok, donc tu fais ce métier. Et est-ce que le code t'a aidé pour ce métier? Parce qu'en soi, c'est assez différent du code de ce métier, non? Alors, je code plus tous les jours, mais le code m'a énormément aidé parce que, comme on dit, il y aura technologie, donc il y a de la tech. Tous les jours, on est confronté à des entrepreneurs qui vont lancer des logiciels, qui vont lancer des sites e-commerce, des marketplaces, etc., qui vont un jour avoir affaire à des développeurs ou alors qui eux-mêmes peut-être sont des développeurs et on a besoin de pouvoir communiquer avec eux. Donc, avoir ce background de code, savoir ce que c'est que du HTML, peut-être du Java, comprendre comment ça fonctionne entre le back-end, le front-end, comment ça fonctionne de mettre en production un site, voilà, comprendre un peu les rouages, même si je suis pas forcément expert dans ces domaines-là, mais comprendre en tout cas quand on m'explique son projet, quels sont un peu les tenants et les aboutissants technologiques, ça m'aide énormément en tout cas pour pouvoir communiquer le plus efficacement possible avec eux aussi. Et la période de monter un projet, ça ressemble un petit peu au projet final, non? Exactement, c'est comme le projet final, sauf que le projet final c'est sur 2 semaines et créer une entreprise, on va plutôt passer à 2 ans. Mais on retrouve vraiment ces phases-là où le projet final, on est en recherche d'idées. Alors, on n'a peut-être pas la notion de problématique dans le projet final parce qu'on se dit, on va essayer de faire un truc sympa qui nous plaît aussi parfois. Mais il y a vraiment cette notion-là, voilà, de dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment je le crée, comment je le mets en place. Et à la fin, on veut des résultats, donc on le présente et on a un truc qui nous arrive à la fin. Donc, un projet final de 2 ans, en quelque sorte. C'est ça. Et puis après, quand on crée une entreprise, ça continue derrière. Enfin, normalement, on espère c'est pas que 2 ans. On croise les doigts pour que ça continue derrière. Mais alors, donc, t'es beaucoup intéressé par l'univers de l'entrepreneuriat. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui t'attire. Pourquoi ne pas monter ta boîte? Je me suis souvent posé la question de monter mon entreprise, justement après THP, même avant THP. Et on va dire que j'avais pas vraiment de problème à résoudre, ni d'idées ou de solutions. Et je me sentais pas encore avoir assez déjà ce côté idée que j'avais pas encore forcément, et j'avais envie
rouler ma bosse, comme on dit. C'est une vieille expression. J'avais encore envie de découvrir plein de choses, d'apprendre plein de choses, et je me suis dit que justement rentrer dans un incubateur, être au contact de toutes ces startups, de tous ces entrepreneurs, voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, avoir tous ces retours d'expérience, c'est aussi quelque chose qui me fait grandir. Et au final, le fait d'accompagner des personnes, j'avais aussi peur de me lasser sur le côté entreprise. Je me dis, créer, c'est super, mais créer une entreprise, ça veut dire qu'après, tu dois la gérer, cette entreprise. Et la vie au quotidien de gérer une entreprise, c'est pas la même chose que la partie de création, d'idéation, où t'es vachement dans l'émulsion, etc. Ah, Donc, je parle en connaissance de cause. C'est vrai que il y a certaines parties qui sont moins sexy que d'autres, on va dire. c'est ça. Au bout d'un moment, bah, faut aussi mettre le nez dans la compta, faut mettre le nez dans le juridique, faut mettre toutes ces parties qui sont peut-être un peu moins fun, on va dire. Alors que dans le métier d'accompagnement, t'es toujours avec des nouveaux projets. Tu vois des gens qui arrivent. Nous, on a 3 batchs par an, donc un peu comme 3 promos, 3 sessions. Et donc, t'arrives toujours avec des nouvelles personnes qui sont en émulsion, qui sont dans cette phase justement de dire, allez, vas-y, je vais faire quelque chose, je vais créer, je suis encore au début. Donc, c'est hyper enrichissant de voir tous ces projets et puis t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Et d'ailleurs, Euratech, c'est gratuit. Enfin, c'est quoi la contrepartie? C'est totalement gratuit, il n'y a pas de contrepartie. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux et il n'y a pas de clause de en fait si c'est gratuit. Enfin non, il n'y a rien, c'est vraiment gratuit. Ça s'explique notamment parce qu'on est financé en grande partie par du public en fait. Et donc la mission du public, c'est de créer de l'emploi. Nous, notre mission, c'est de créer de l'emploi. Et donc on n'est pas rémunéré directement par les incubés. Donc vous pouvez venir, on vous demandera pas d'argent derrière en tout cas. Nous, notre volonté en tout cas, c'est que après les porteurs s'implantent dans les Hauts-de-France aussi. Donc ça, c'est un peu une des conditions, notamment pour avoir accès à certaines aides régionales spécifiques qui peuvent vous aider à lancer le projet. C'est un peu la clause, on va dire. On vous incite à rester dans la région, mais ce sera toujours totalement gratuit et on ne vous demandera pas de contrepartie, pas de participation ni rien. Ah bah voilà, instant pub. Si vous voulez monter votre boîte et C'est que vous ça. êtes dans les Hauts-de-France, On accueille tout type de projet. et tu voudras monter ta boîte à terme, Je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai envie de tenter l'aventure. la compta, ça te fait pas peur? Eh bien, même pas, même pas. Au bout d'un moment, faut s'y mettre. Et puis, de toute façon, bah, je me suis rendu compte que personne n'a toutes les compétences pour monter sa boîte. Chaque entrepreneur, on peut pas être multitâche. Au bout d'un moment, il y a toujours des choses qu'on sait moins bien faire que d'autres. Personne n'est né juriste dans l'âme. Enfin, peut-être que certaines personnes le sont, mais beaucoup d'entrepreneurs le sont pas forcément. Mais c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses. À un moment, faut mettre la tête dans les chiffres. Faut un peu avoir ce côté un peu touche à tout et surtout avoir envie d'apprendre aussi. Et puis après, il y a toujours moyen de s'accompagner par des personnes aussi qui peuvent nous aider sur ces parties-là. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je dis pas que c'est des choses faciles, mais c'est des choses qui sont faisables et atteignables. Bon état d'esprit, c'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est pas si compliqué que ça, faut juste se lancer. C'est ça. Et alors moi, c'est marrant parce que tu disais que tu t'occupais de projets un peu dans la green tech. Est-ce que ce serait un peu retour aux sources de l'agriculture connectée? Alors, la green tech, c'est fortement lié à tout ce qui est agriculture connectée. Effectivement, j'ai refait le bouclage avec ce que j'avais pu voir en école d'ingénieur. J'ai jamais vu vraiment quitter le domaine agricole parce que c'est quand même quelque chose qui me passionne énormément. Et puis en fait, on a tellement plein de défis à relever actuellement sur ces domaines-là que c'est hyper enrichissant. L'agriculture, il y en aura toujours. Ça, on sait que c'est un métier d'avenir. On aura toujours besoin de se nourrir de toute façon. Et le lien avec la green tech est assez fort parce qu'au final, au niveau des ressources, au niveau de la gestion de tout ça, c'est des choses qui sont assez connectées et on s'y retrouve pas mal. Et quand tu monteras ton entreprise, ce sera dans ce domaine-là. C'est vraiment un domaine qui... Parce que en fait, c'est assez rare de voir des jeunes personnes comme toi, justement, qui se disent « J'ai envie de travailler dans l'agriculture et de moderniser ça. » Ou moderniser ou pas. Et c'est dans ce domaine que tu as envie de te lancer pour plus tard? Je sais pas si c'est forcément dans ce domaine-là, mais je sais que ça restera dans ce domaine-là. En tout cas, je pense que c'est fortement lié aussi à mes valeurs liées à la nature, à l'environnement. Je pense que chaque entrepreneur a besoin d'avoir une entreprise qui est connectée avec ce qu'il aime faire, ce qui porte aussi au fond de ses tripes. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, je sais que si un jour je monte quelque chose, ce sera pas dans le domaine du foot où je n'y connais rien, où c'est pas forcément mon appétence, tu vois. Je resterai sur mes racines parce que c'est aussi mes compétences. Donc si je peux mettre mes compétences au service d'une future entreprise, c'est sûr que je l'utiliserai aussi. Donc voilà, je pense que ça restera dans ces domaines-là. Je pense pas que c'est rare des jeunes qui se lancent dans ces domaines-là. Pour l'avoir vu dans mon école, pour l'avoir vu là encore les projets qu'on accompagne, on a énormément de jeunes, des jeunes parfois encore en études qui lancent leur entreprise en étudiant entrepreneur. Donc ça, il y en a de plus en plus. Parce que pour moi aussi, c'est une super période pour essayer de lancer son entreprise. T'as pas de crédit, t'as pas d'enfants. Donc voilà, t'as encore tout à tester.
et pas encore grand-chose à perdre entre guillemets. Donc c'est vraiment une période assez propice aussi. Mais effectivement, le domaine agricole, il y aura toujours des choses à faire et le domaine de la green aussi. Et puis, il y a tellement un besoin d'innovation dans ces domaines-là qu'il y a de la place pour beaucoup de monde, je pense. T'as dû voir passer d'ailleurs le projet de Xavier Niel de monter un espèce de 42 de l'agriculture. Exactement. T'en penses quoi? J'ai, j'ai pas d'avis encore tranché sur la question. J'attends vraiment de voir le contenu de ce qu'il y aura dedans. Parce que tel que c'était présenté, ça avait plutôt l'air d'être des formations gratuites à des méthodes d'agriculture, ce qui existe déjà en fait, des BTS agricoles, des écoles d'ingé, etc. Ça existe déjà. L'aspect tech qu'il va apporter, j'attends qu'il y ait un peu plus d'infos en tout cas sur vraiment ce que ça va contenir avant de me faire un avis en tout cas sur la question. Mais pourquoi pas, si ça peut aider à mettre des nouvelles innovations en place et nous aider à bouger dans le bon sens, c'est toujours intéressant. Mais alors c'est marrant, on parle d'agriculture depuis tout à l'heure, mais l'agriculture, c'est par définition, on pense pas vraiment, la première chose auquel on pense quand on pense à l'agriculture, c'est pas forcément le code, et tu veux apporter du code dans l'agriculture, quel est le lien entre l'agriculture et le code? Eh ben, en effet, on a souvent l'image de l'agriculteur, un brin de blé dans la bouche avec sa fourche qui retourne la terre à la main. Mais au final, cette image, elle est assez désuète, on va dire. Aujourd'hui, les agriculteurs sont hyper connectés. Quand on rentre dans un tracteur, on a un boîtier connecté qui va nous dire combien de kilomètres on a fait, combien d'essence on a développé. Il y a un capteur qui va dire en fonction du GPS à quel centimètre près tu es pour répandre ou pour aller planter, pour aller semer. Donc il y a vraiment aujourd'hui une connexion très forte entre les technologies et le monde de l'agriculture. C'est vraiment un monde qui a été même précurseur sur certains domaines. Et aujourd'hui, quand on rentre dans un tracteur, on a forcément une connexion avec un GPS, un boîtier, etc. Donc c'est vraiment des domaines très très liés entre l'agricole et même parfois des robots. On passe maintenant à parfois des robots qui vont aller planter sans même plus besoin qu'on ait besoin d'intervenir. Donc c'est vraiment automatiser les choses parce que on a plus en plus besoin de produire efficacement, économiser les ressources, et notamment sur la gestion de l'eau, par exemple. Ça nous permet de faire des choses de vraiment précision, que ce soit sur les intrants, etc. On a besoin d'économiser tout ça. Donc, il y a vraiment un lien énorme avec la technologie pour justement venir appuyer l'action de l'homme dans tous ces domaines-là. En fait, on ne le sait pas, mais c'est un secteur. C'est vrai que quand tu dis l'image un peu romantisée de la Vendée, moi j'avais complètement cette image en tête. Et en fait, on ne le sait pas, mais ils sont déjà très. Ils utilisent déjà beaucoup les technologies. C'est ça, ils nous ont pas attendus de toute façon pour lancer leurs innovations et aujourd'hui il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus ce besoin en tout cas d'optimiser les choses avec les agriculteurs. C'est les premiers fournisseurs de ressources, c'est les premiers à nous dire voilà il y a tel problème et souvent c'est eux-mêmes qui deviennent entrepreneurs. Nous on en a accompagné pas mal comme des Carnot notamment sur les boîtiers connectés, c'est des agriculteurs qui arrivent en disant bah moi j'ai tel problème dans notre exploitation et aujourd'hui comment je pourrais le résoudre par la technologie et qui après vont développer des solutions. Et est-ce que aussi on a l'image dans ce milieu-là de personnes justement qui, enfin peut-être utilisent beaucoup les technologies, mais sont pas non plus des pros de la technologie. Est-ce que ça change? Est-ce qu'ils deviennent de plus en plus, on va dire, techno-friendly? Bah, en effet, ils deviennent de plus en plus techno-friendly, on va dire. De toute façon, les générations changent et les agriculteurs sont un peu des touches à tous, c'est des entrepreneurs, c'est des chefs d'entreprise, les agriculteurs. Donc eux, ils mettent le nez dans la compta, ils mettent les mains dans la terre, ils vont traire les vaches et après ils retournent sur leur ordi pour aller gérer tous les outils en tout cas qu'ils ont. Donc c'est vraiment des personnes qui sont connectées de plus Ah, en plus. si tu peux me permettre la blague, ils mettent littéralement les mains dans le cambouis. Exactement. Et ok, non, mais c'est marrant. Et donc ils sont de plus en plus en rapport avec les technologies. Donc une jeune génération qui on va dire, connaît de plus en plus les technologies. Bah toi qui viens un peu de cet univers avec, t'as fait une école agronome, c'est un peu ça, ouais. Alors, il y a la nouvelle génération, effectivement, qui est beaucoup plus sensibilisée parce qu'elle a grandi avec dès le plus jeune âge. Mais même, je vais pas dire des vieilles générations, mais les plus âgées de génération qui ont eu l'habitude de voir ces outils arriver au fur et à mesure. Donc, qui ont aussi pris l'habitude. Alors, je dis pas que tous les agriculteurs sont experts en technologie, mais aujourd'hui, énormément, et pas forcément que les jeunes de 20 ans, que les jeunes de 30 ans, mais aussi les générations d'avant qui se sont mis, qui s'y sont mis, qui ont appris sur le tas à utiliser tous ces outils pour justement optimiser bah, leur entreprise en fait. Parce qu'une ferme, c'est vraiment, faut le voir comme ça, c'est une entreprise. Ok.
Et alors, toi qui fais partie un peu de cette jeune génération de cet univers-là, quels sont tu parlais tout à l'heure, c'est un métier avec beaucoup d'enjeux. Quels sont les enjeux dans le futur pour ce métier? Bah, aujourd'hui, on est sur des enjeux assez globaux, en fait, qui touchent tout le monde. C'est de produire, on peut le résumer en une phrase, vraiment, c'est de produire mieux et pour plus de monde. Donc, on est sur des problèmes aussi liés, ça va être le réchauffement climatique qui va faire changer aussi les modes de culture. Ça va être comment est-ce qu'on peut produire avec moins de ressources, parce qu'on sait que les ressources, notamment en engrais, vont être à un moment limité. Ça va être produire avec moins d'eau, parce qu'aussi on va avoir des limitations par rapport à ça. Ça va être produire avec des meilleures qualités aussi nutritives pour la santé, peut-être avec moins de produits phytosanitaires à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment essayer d'optimiser tout ça. En France, notamment, on est un peu précurseur aussi dans tous ces domaines-là, mais à l'échelle du monde aussi, il y a énormément d'innovations à faire, parce que les choses changent. Les conditions sont pas toujours de plus en plus faciles pour produire. En même temps, on existe toujours plus et toujours de meilleure qualité. Et alors, dernière question, si tu avais un conseil à donner à des jeunes personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Je pense que je donnerais un conseil, c'est allez-y, testez. N'ayez pas peur de pas être du milieu agricole, parce que souvent c'est un frein. On voit dans ces thématiques-là des personnes qui disent oui, mais je suis pas fils d'agriculteur, je connais pas ce domaine-là, je suis pas du milieu agricole, qui ont peut-être peur d'avoir pas forcément cette légitimité. J'ai envie de dire allez-y, lancez-vous. C'est pour ça aussi qu'il y a des incubateurs qui permettent de faire le lien justement sur nous, notre thématique. On est vraiment spécialisé là-dedans, donc on permet de faire le lien entre ce monde agricole qui peut parfois paraître un peu fermé et ces personnes qui viennent avec une idée, qui ont envie de changer les choses, même si elles connaissent pas forcément ce domaine-là. Et ça nous arrive souvent, des personnes qui vont au final monter leur entreprise, ça va rencontrer, ça va rencontrer leur marché, ils vont avoir des clients et ça va bien fonctionner, qui sont pas forcément de ce domaine-là. Donc j'ai envie de dire, allez-y, lancez-vous et n'ayez pas peur en tout cas de cette domaine-là, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Donc si vous avez une envie, que ce soit de la fourche à la fourchette. Il y a d'ailleurs un appel à projet qui se lance là-dessus. Donc, dès que ça touche à l'alimentation, dès que ça touche au mode de production, à la relocalisation, à quoi que ce soit, ou même vraiment des choses très techniques, n'hésitez pas à vous lancer. Eh bien super, sur ce magnifique conseil, merci beaucoup Lila d'avoir pris le temps avec moi de montrer un peu un univers qui forcément on connaissait pas vraiment. J'aime beaucoup en plus ce que le code t'a apporté pour ton nouveau métier et voir un petit peu comment on peut aller plus loin avec ça. Donc en tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir, donc merci. Merci beaucoup à toi Félix, ça fait un plaisir aussi d'échanger et de revenir un peu sur tous ces souvenirs de THP, de ce que j'ai pu parcourir depuis, donc c'est toujours enrichissant. Bah écoute, tout le plaisir pour moi, et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.